La lotería que yo te pido, la que me vas a dar, el regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no me des plata. La plata que me vas a dar, la lotería que me vas a regalar, es que yo termine, cuando yo esté vieja, ya de edad, me vaya a morir a Jericó. Y me trajo a vivir a Jericó. Hay que vivir de las esperanzas. J'ai quitté la Colombie à 17 ans, assez jeune. Je suis allée à Boston où j'ai fait mes études d'abord de management et communication. Après, j'ai déménagé à New York où j'ai travaillé pendant 2 ans dans une maison de production. Et le terrible événement du 11 septembre est arrivé. Et ça m'a beaucoup... Je me suis posé beaucoup de questions après ça. Qu'est-ce qui était important pour moi? Comme si les constructions que j'avais créées à l'intérieur étaient démolies un petit peu comme celles qui étaient à l'extérieur. Du coup, je me suis dit, je vais aller en France pour apprendre les français. Je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais pas la France. Mais j'avais une idée de tous les auteurs et de toutes les choses que je voyais qui rayonnaient d'ici. Et je voulais m'approcher de cette sorte d'authenticité que je voyais. Et aussi, j'avais besoin de récupérer un peu ma joie de vivre. Donc, je suis arrivée en France, j'ai appris les français. J'ai fait un licence en histoire de l'art. Et après, je fais une maîtrise en lettres modernes. J'étais en quête de mon propre outil créatif. Donc c'est pas comme si je me suis levée, je me suis dit je vais faire du cinéma. Ça a été un chemin. Donc j'ai fait d'abord les lettres qui étaient pour moi plus proches depuis l'enfance, depuis 13-14 ans, j'écrivais déjà des choses. Et j'ai commencé à faire disons, une formation de 2 ans à Gobelin, en photo, où je me suis formée à la prise de vue, photographique, vidéo, montage, tout l'aspect technique de l'image. Et après, comme on sort de 2 fleuves qui découlent, la lettre et l'image, j'ai trouvé à la FEMIS une formation en initiation à la réalisation. Et après, en UCLA, je continue à peaufiner, à affiner les choses en digital cinematography et les directeurs se préparent. C'était une sorte de cours, une initiative pour des directeurs, de réalisateurs. J'ai continué encore à me former un petit peu à Gobelin, à affiner des choses que j'ai besoin parce que la technologie évolue et du coup il faut cheminer avec la technologie. Voilà. Comme je te disais auparavant, l'arrivée en France a été pour moi un nouveau chapitre de ma vie parce que déjà j'ai découvert la FNAC, Joseph Divert et ces magnifiques librairies qu'il y a en France où on peut découvrir disons, des œuvres de toutes les époques, de toutes les traditions, de toutes les religions. C'est vraiment une richesse pour moi qui a été incroyable. J'ai passé des heures et des heures à bouquiner. Et du coup, je peux citer toutes les rencontres, tant littéraires comme personnelles aussi que j'ai eues, qui ont été essentielles dans mon chemin. Déjà, Edgar Morin, toute l'œuvre de sa méthode, c'était une révélation pour moi, la pensée complexe. Après la psychanalyse, Jung, Freud, je l'ai rencontré aussi en France. Marguerite von France et tout le déchiffrage des contes, c'est très important, le côté symbolique des contes. J'ai eu la chance de rencontrer Rodolowski aussi, avec qui j'ai appris le tarot et tout cet univers symbolique. Annick de Souchenel, c'est kabbaliste, qui est absolument une grande prêtresse, maîtresse. Jeanne-Marie Pelt, pour les côtés plus nature, Pierre Rabhi, enfin tous ces humanistes, Bertrand Bergeli, Luc Ferry, enfin au niveau philosophique, c'était très riche, Gaston Bachelard. Après au niveau de la danse, parce que j'aime beaucoup la danse, il y a eu la rencontre avec ces grandes créatrices, Pina Bausch, et puis Teresa de Kipsmaker, Akram Khan, tous les œuvres tant de la danse comme de la musique qu'on peut trouver à l'Opéra Garnier, aux Champs-Élysées, aux Cités de la Musique, la salle Pliel, enfin toutes ces richesses-là, le jazz à Paris aussi. Enfin,
d'autres versants, évidemment les espaces d'exhibition de l'image. Donc il y a Jeux de Paume, les Balles, la Maison européenne de la photo, toutes les librairies de photographes. Enfin, je suis très gourmande par rapport à la richesse culturelle et je pense qu'il ne faut pas se limiter seulement à une culture cinématographique, tout nous nourrit. Il y a aussi évidemment dans les cinémas toute cette tradition qui commence par Flaherty, Jeanne Rouge, aussi Chris Marker qui m'a beaucoup marqué, évidemment Depardon avec Profil Pessan, Agnès Varda, comment tout ce cinéma d'Aurel influence aussi la nouvelle vague. Donc, voilà, c'était un chemin de découverte de toutes ces rencontres à l'image. Et puis il y a Lévi-Strauss qui m'a accompagné beaucoup dans ma mémoire, qui était en mémoire sur l'écriture de voyage. Et Lévi-Strauss a voyagé donc de l'Europe au Brésil pour être avec ses communautés indigènes au Brésil. Et sa façon de faire, sa façon de rencontrer l'autre, d'écouter son langage qui n'était pas écrit mais qui était son, m'a beaucoup marqué. Et voilà, donc voilà, c'était un chemin des rencontres qui m'ont nourri et que peu à peu m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. En fait, tout mon temps libre en France, comme je peux le dire avant, c'était aussi de visiter et revisiter la maison de Victor Hugo, la maison de Balzac, la maison de Rodin, Giverny, Monet. Ça veut dire on parcourt et on amène beaucoup de la valeur, on regarde avec beaucoup de valeur tout cet héritage poétique, culturel de la France ou de l'Europe. Quand je retourne en Colombie, souvent on regarde en avance et on ne regarde pas ou on ne valorise pas ces personnes qui ont laissé des traces, qui ont construit notre propre culture. Donc en voyant l'œuvre de Depardon, Profil Pessan et d'autres œuvres comme Alain Cavalier avec Portrait, qui garde la mémoire de tous ces métiers qui disparaissent, je me suis dit, ça m'a beaucoup inspiré pour prendre conscience qu'il y a toute cette génération, par exemple à Jéricho, qui est la ville, disons, des ancêtres de ma famille, ces espaces de grande beauté un peu préservés dans le temps, mais une fois eux ils vont disparaître, ces espaces vont disparaître avec eux. Et du coup, il y a toute une génération qui va disparaître sans laisser ses traces. C'est pour ça que je me suis dit, déjà j'avais l'idée de le faire avant, mais tout ce bagage culturel m'a permis de préciser ce désir et de préciser la forme que je voulais donner à ce travail qui est à la fois un travail ethnographique pour préserver la mémoire d'un esprit des temps, d'un esprit de musique, des espaces évidemment accompagnés par Gaston Bachelard, la politique de l'espace, qui valorise les petits coins, la cuisine, les espaces comme extension de l'être qui y habitent. Donc voilà, toutes ces influences-là m'ont aidé à préciser la forme. Et en même temps, c'est ethnographique, en même temps poétique, parce que je voulais que ça soit... Je voulais me donner l'espace de liberté pour porter mon propre regard à ces générations que j'aime énormément. Donc c'était aussi une sorte d'hommage ou un chant d'amour que je voulais laisser un cadeau qui était mon regard d'amour et en même temps un document ethnographique à Jéricho. En fait, j'avais une intention très claire qui était une sorte de phrase qui était célébrer, préserver l'esprit féminin de ma culture d'origine. Ça, c'était la grande intention. Parce que j'avais déjà filmé ma grand-tante et j'avais déjà préservé les histoires pour ma famille, je me suis dit il faut que je fasse le même travail pour ma famille collective, la région d'Antioquia et la Colombie. Donc, je suis arrivée à Jéricho avec cette intention-là, mais je ne savais pas avec qui j'allais travailler, je ne savais pas à qui j'allais rencontrer. Ma piste, c'était l'oralité des femmes, parce que Jéricho m'est arrivé par l'oralité d'une femme. Et c'était une sorte de Jéricho imaginaire, c'était le Jéricho de ma grand-tante. Mais je ne connaissais pas énormément ce village. J'avais visité 2 fois, j'avais remarqué la beauté des intérieurs, qui j'étais très étonnée, qui étaient un petit peu arrêtés dans les temps. Mais je ne connaissais pas très bien. Donc c'était une sorte d'aventure aussi, des rencontres. Et j'avais l'idée, dès le début, que je voulais faire une sorte de kaléidoscope où chaque femme représente une couleur, un archétype féminine. Mais je voulais que quand on regarde de loin, on pourrait apercevoir juste un seul esprit féminin qui s'est baladé dans ce village-là.
Ça, je l'avais déjà dans mes intentions, dans ma préécriture. Mais c'était vraiment, le travail, c'était la co-création avec chacune de ces femmes. Donc, c'était par des connexions avec le directeur du musée de Jéricho. Avec lui, il m'a mis en contact avec un autre monsieur, Nelson Restrepo. Et c'est grâce à lui qui connaît très bien ces villages et tous les alentours de ces villages. Il m'a mis en contact avec chacune de ces femmes. J'ai rencontré 25 femmes. J'ai bu beaucoup de café. J'ai mangé beaucoup d'arepas. J'ai passé beaucoup de temps avec chacune d'elles. Et finalement, j'ai choisi 12. 12 qui étaient originaires des contextes socio-économiques très différents. Et que finalement, voilà, qui étaient en sorte de kaléidoscope comme ça. Chacune préparait des choses différentes à la cuisine, avait des activités différentes et des personnalités très différentes. Donc c'était un joli portrait d'un ensemble des personnalités de cet esprit féminin que je voulais rencontrer. Donc c'était petit à petit. Après, je les ai fait une sorte de questionnaire, je les ai posé beaucoup de questions. C'était un processus assez socratique, assez maïotique de leur poser les questions pour les accompagner vers eux-mêmes. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi les histoires que tu as envie de transmettre, que tu as envie de laisser pour notre région? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? C'est quoi l'histoire de ta maison, de tes objets? Est-ce que tu écoutes de la musique et où? C'était vraiment un voyage vers eux-mêmes. Et eux, comme notre contrat de début, notre rencontre de début, ça a été très transparent et très clair, ils étaient ravis et ils étaient contents que quelqu'un s'intéresse à eux, s'intéresse à leurs histoires. Donc c'était plutôt une rencontre très généreux et c'est ensemble qu'on a construit, disons, voilà, on a décidé quelles histoires étaient plus importantes de raconter. Après, je laissais beaucoup la caméra parce que je savais que c'était par des rencontres entre eux-mêmes. Je voulais que la caméra n'existe pas. Parce que je voulais être dans cette ligne un petit peu entre documentaire et fiction. Et voilà, ça c'est une grande question après. C'est quoi cette ligne-là? Parce que je les ai beaucoup dirigés, mais en même temps, chaque fois qu'ils commençaient à raconter leurs histoires, c'était leur vie. Là, je les touchais plus. Voilà, donc c'était un petit peu comme ça. J'ai passé beaucoup de temps à lire les poètes de Jéricho. Il y a une grande tradition poétique à Jéricho. Et tous les poètes parlaient beaucoup de la transcendance, un petit peu comme la montagne touche l'infini et l'infini rentre par la cabane. Et ça m'a fait prendre conscience que les soleils devraient être presque un personnage. Donc j'ai filmé beaucoup les soleils qui rentrent dans la fenêtre, les soleils qui baignent le village. Et ça, c'était grâce à tous ces poètes qui parlent de Jéricho comme ça. Donc c'était une démarche assez réceptive de voir comment Jéricho se raconte lui-même et comment les femmes racontent leur vie. C'était vraiment une co-création pour moi, avec eux et avec le village même. En fait, Jéricho est comme ça. Jéricho, c'est un lieu plein de couleurs. Donc quand je voyais les façades et les fenêtres, c'était comme voir des peintures de Rothko, les peintures de Mondrian. Ça me fait penser à des peintures. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer le film assez frontalement, pour élever ces espaces presque de façon picturale. Je savais que la musique, j'avais déjà presque l'ensemble des musiques avant le film. Parce que pour moi, ces générations-là m'a transmis, disons, des ambiances très très musicales. On chantait dans la famille, chez Ruth, chez ma grand-tante, on chantait tous, les plus vieux, les plus jeunes, les mêmes chansons. Donc c'est une transmission de la musique, vraiment. Maintenant, on le fait un peu moins. C'est pour ça que je voulais garder cette transmission musicale qui a été une des transmissions les plus belles que cette génération m'a fait. Donc, je fais une sorte de recueil de toute la musique que j'ai reçue de cette génération. Et évidemment, j'ai rencontré les musiques de ces femmes. C'est qu'elles écoutaient chez elles ou dans leur travail. Et il y a eu aussi les pianos de Teresita Gomez, où j'ai grandi avec ces pianos-là. Et j'écoutais beaucoup ce piano avec mon père. Et finalement, c'était très cohérent parce que Teresita a la même âge que ces femmes et elle interprète des compositeurs colombiens de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc ça tombe dans la jeunesse de ces générations. Donc voilà, il y a une sorte de cohérence des esprits de ce temps par la musique.
Et c'était une partie de cette intention ethnographique. Donc, il y avait les espaces inspirés par Gaston Bachelard, il y a eu la musique, il y a l'oralité, il y a les savoir-faire de la cuisine. On ne fait plus la cuisine comme eux les font, pas dans les mêmes espaces, pas au feu. Donc, je voulais garder tous ces temps-là. Après, il y a les rimes du montage. C'était grâce à Loïc l'Allemand, la grande chance que j'ai eue de monter avec lui, qui vient de la fiction et qui m'a aidé à ensemble pendant 5 mois. J'avais 80 heures de matériel et ensemble pendant beaucoup de temps. Il m'a aidé à tisser ces rythmes et ces fils d'histoire. On a choisi les histoires qu'on trouvait les plus fortes et celles qui montraient un peu plus les valeurs et l'ombre et la lumière de cette culture-là. L'humour, bon, Sheila, elle est comme ça. Et c'est ça, pour moi, la grande force de ces personnages-là. Je pense que ce qu'ils nous donnent comme cadeau, c'est leur capacité à réconcilier ces opposés de la vie. C'est-à-dire, leur vie, c'est pas couleur rose, c'est pas tout facile, ça a été dur parfois. Il y a des histoires qui sont dures. Et leur capacité à être au-delà de la douleur et de la joie, au-delà, enfin, ils révèlent leur fragilité, leur tendresse, leur douleur, avec de l'humour, avec de la force, avec du courage. Ça m'a fait penser un peu au troisième terme de Jung, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de cette dualité, de cette contradiction de la vie. Ils sont assez dignes dans l'instant présent à faire face à la vie telle qu'elle est. Donc ils te racontent une histoire hyper douloureuse et rigolent en même temps. Et c'est ça qui est très fort. Sheila, elle nous raconte les peines de la disparition de son mari et de ses enfants en jouant aux cartes. C'est-à-dire, elle a pu, j'ai passé énormément de temps avec elle, elle a pu prendre tout un après-midi pour me raconter ces douleurs-là. Elle dit, vous voulez que je vous raconte? C'est très surprenant, c'est très étonnant. Et aussi voir comme, même s'ils sont quelques-unes entre elles sont assez âgées, ils sont pleins de vie, ils sont pleins d'humour, ils sont pleins de joie, c'est très vivant. J'ai adoré ça parce que il n'y a pas d'âge pour la féminité, il n'y a pas d'âge pour la joie, il n'y a pas d'âge pour la vie. Enfin, on est en vie jusqu'à qu'on ait envie. Donc cette force de vie, cette joie, cette courage, cette capacité à travailler encore jusqu'à... Et ça, j'avance ça avec beaucoup de force. Ça, je trouve, c'est vraiment un grand cadeau que ces femmes nous donnent, cet exemple, en tout cas, je trouve. Moi, j'avais déjà travaillé avec 2 générations plus jeunes, Manuela et Laura. J'ai fait un petit peu de collage dans toutes ces idées, mais il y a une vraie fête du cerf-volant à Jéricho. C'est une tradition, c'est pas inventé toute cette histoire du vol. Il y a une sorte de jargon, de dialecte où les jeunes parlent du vol. Si un cerf-volant a une forme, ils ont des noms pour chaque forme. Si les cerfs-volants volent d'une certaine façon, il y a un nom pour chaque façon de voler. Si le cerf-volant tombe et si quelqu'un pique ça, il y a des noms pour tout par rapport au vol du cerf-volant. Et c'est une culture du village. Donc j'ai rencontré Laura par un de ces rencontres avec toutes ces femmes-là, en train de construire un cerf-volant parce que la fête du cerf-volant approchait. Et toute l'école, tous les enfants étaient en train de construire leur propre cerf-volant. Et j'ai trouvé que, évidemment, je venais avec une intention de filmer une génération plus âgée. Mais j'ai rencontré une telle vitalité, une telle jeunesse à Jéricho, que je me suis dit quand même, il faut que je fasse aussi des séquences, des contrastes de générations, et comme ces filles, ces petites filles, ces filles de 12-13 ans, préparent leur cerf-volant, comme préparent leur vie. Pour moi, c'était une sorte de métaphore tout de suite quand j'ai rencontré ça. Donc, mais quand je fais le premier montage, que j'avais 2 heures de film, les histoires, les séquences et les contrastes avec les plus jeunes ne marchaient pas très bien. Parce que les films étaient plus forts quand les femmes plus âgées parlaient. Donc, on a décidé de couper cette séquence. Et du coup, quand le consultant, le monteuse qui m'ont conseillé, m'ont dit c'est Sheila c'est un meilleur film quand Sheila finit. Là, je me suis dit, ok, bon, j'ai levé les séquences des jeunes, ça c'est un meilleur film, c'est sûr. Peut-être qu'avec la fin de Sheila, c'est aussi un meilleur film, mais je ne pourrais pas vivre avec ces films-là. Ça, c'était ma limite, parce que c'était pas juste par rapport à les vents jeunes qui venaient s'élever aussi à Jéricho. C'était pas juste, c'était pas vrai que la vie finisse avec ces générations de femmes. La vie se transmet. Donc,
j'ai décidé de laisser un tout petit parti de cette séquence que j'avais fait avec Laura, où elle monte dans cette petite montagne, elle se prépare à voler, et j'ai mis exprès que ce soit avec un garçon, qui lui dit profite du vent, lâche, lâche. Parce que les femmes que j'ai rencontrées, c'était pas exprès, c'était pas intentionnel, mais les femmes que j'ai rencontrées étaient, dans cette femme de vie, étaient seules, la plupart d'eux. Mais c'était pas avec leurs compagnons, ou dans leur vie, ils se sont jamais mariés, ils ont pu avoir une sorte d'harmonie dans cet accompagnement de l'homme. Ils vivent pas mal leur solitude. Attention, ils le vivent pas mal. Mais parfois, ils le parlent, ils le racontent comme si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu vivre finalement. Donc je me suis dit, bon, je vais laisser ces fins comme une sorte d'augure, comme une sorte de promesse, comme une sorte de rêve pour Jericho, que dans l'avenir, cette harmonie entre homme-femme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, cette énergie féminine et masculine soit plus harmonieuse. Et c'est ça la femme que je voulais donner pour montrer aussi que la vie continue et que cet esprit féminin se transmet et que Jericho va continuer à s'envoler avec ses faits de cerf-volant. Voilà, que la vie continue. J'ai un nouveau projet je le cuis, c'est dans la cuisine, la cuisine intérieure. C'est un peu tôt pour en parler de sujet, mais je peux juste dire que comme Jericho, j'ai eu une intention très claire, je l'appelle comme un petit iceberg, où je le voyais de loin, il faut aller à la rencontre maintenant. Donc j'ai une nouvelle intention, et là je prépare toute l'année 2018 pour aller à la rencontre de ces désirs. Les grands disons, apprentissage de ces processus créatifs avec ces premiers longs métrages pour moi, ça a été vraiment qu'on est dans une co-création avec la vie. On ne crée rien seul. C'est-à-dire, j'ai mis mon désir, j'ai lance mon intention, mais après, je suis aussi à l'écoute de l'intention de la vie, de l'intention de l'autre, de la rencontre de l'autre. Et c'est avec cette réceptivité, avec cette écoute que j'aime travailler. Parce que c'est là où on est ouvert à la surprise, aux accidents, aux touches de la vie, dans ce qu'on fait. Et je me laisse beaucoup guider, c'est très intuitif comme processus. Donc, j'ai lancé une nouvelle intention, je me prépare, je prépare une route, et puis je vais aller à la rencontre de l'autre. Et comme dit très bien Agnès Varda dans son dernier film Visage Village, j'ai adoré cette phrase. Ça sert à quoi? Elle dit, ça sert à rencontrer l'autre et donner une place à notre imaginaire. Et voilà, c'est ça que je compte faire l'année prochaine. Déjà, ce que j'ai dit dans la salle mardi, d'être au forum des images. Les lieux qui m'ont accueilli quand je suis arrivée en France, où je connaissais encore personne, c'était un lieu, c'était comme un dossier maison. J'ai passé tout mon temps à la FNAC du Forum des images, enfin à la FNAC des Halles, au cinéma où j'essaie et au Forum des images. Donc cette boucle, ces clins d'œil de la vie, de revenir ici à présenter, comme dirait Pierre Rabhi, ma petite partie de colibri, c'est juste une petite fenêtre, mon regard sur ma culture, mais voilà, la France et Paris, c'est ma dossier mère, c'est les lieux, ma fenêtre à moi-même, à mon chemin créatif. Donc, c'est ici que j'ai pris tous mes outils, mais de pouvoir, avec tous ces outils, amener une sorte de fenêtre à ma première mère, qui est la Colombie, quel cadeau, quelle beauté, quelle belle rencontre, quoi. C'est vraiment, je me sens émue et c'est un grand privilège, c'est un vrai joli moment. Et aussi, évidemment, cet événement, cette semaine qui s'est dédiée au regard féminin, comme je te disais avant, pas forcément regard des femmes, mais aussi qui vont j'espère, apporter plus d'énergie féminine à cet regard sur la Colombie, que souvent on a un regard plus sombre, plus on se focalise sur des choses plus sombres, plus violentes, plus des conflits, et c'est important de regarder cet endroit-là. C'est très important pour pouvoir la transformer. Mais j'espère que l'ouverture à d'autres regards qui montrent d'autres choses avec d'autres sensibilités, c'est très important pour découvrir ce territoire qui est merveilleux, qui est plein de diversité. Voilà. Il y a tout à découvrir encore.
el Víctor. Cuando estaba donde mí, era porque estaba donde Lida y estaba donde Miriam. Cuando no iba donde Miriam, estaba donde Lida. Y cuando iban donde Lida, estaba donde mi novia, a la porra. Este es el marido mío. Él es precioso. ¿Por qué dice usted que él es el marido suyo? Ah, porque él vive en mi cama. Cada día aprendo cosas mejores, más importantes. Por eso yo digo, el libro de la vida es tan grande que no alcanza a leerlo nadie. Con 102 años me estoy preparando ya para mi última hora. Me traslado por la noche, no duermo aquí, me voy para la capilla. Estuvimos desplazados casi 8 años. Tuvimos que vender la mitad de la finca para poder sobrevivir. Vivía muy feliz en la vereda de La Guada, donde tantos recuerdos guardaba, porque allí inició mi vida de maestra.